très content de vous accueillir. Donc aujourd'hui, nous allons assister à la conférence de Damien Videga, voix française d'Elrond dans la série Les Anneaux de Pouvoir, et Déborah Perret, la voix de Galadriel dans le film Seigneur des Anneaux. J'espère que cela va vous plaire. Et vous aurez plein de questions à leur poser ensuite. Merci. Bonjour. Donc, je ne sais pas s'il y avait déjà des gens qui étaient là l'année dernière. Oui, on avait déjà parlé pas mal du film. Je suis revenu cette année pour parler du film, bien sûr, si vous avez toujours des questions. Et sur la série, je pense que certains d'entre vous, peut-être un grand nombre d'entre vous, ont vu la série. Et donc, voici le nouveau Elrond. Pour ceux qui avaient vu le film, c'était Féodor Atkins qui faisait la voix française. Et maintenant, c'est Damien qui fait la voix d'Elrond dans la série d'Amazon. Voilà. Alors on est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors par contre, on a un truc, c'est qu'on ne voit pas du tout la salle, ce qui fait que... Fred, tu pourrais mettre un peu de lumière, s'il te plaît? Du tout. Ce qui fait que si vous levez la main, si vous posez, on ne vous voit pas. Donc il faudrait peut-être... voilà. Ah, bonjour. Donc avez-vous des questions sur les films, sur la série, sur toutes les voix que peut faire Damien, parce qu'ils en ont plutôt beaucoup, il en fait beaucoup. Donc voilà. Alors je ne vois pas s'il y en a qui rentrent. Là. Allez-y. Je parle comme ça ou... Ça va pas, allez-y. Bonjour. Alors je vais commencer directement. Alors par rapport au choix du langage elfique par rapport au nom, sur quoi vous êtes basé? Parce que du coup, par rapport par exemple à Celebrimbor, Oui. Celebrimbor ou Lindon, ou pourquoi pas avoir suivi les vraies règles? Alors le choix, c'est des grandes discussions avec des référents Amazon. Il y a des responsables Amazon. On discute on s'est beaucoup basé sur les prononciations dans les films. En fait, la référence, ça a été la version française des films. Il y a plein de personnages qui n'y sont pas, mais on a pris cette référence-là. Donc, il y a beaucoup de mots qui étaient très francisés dans les films. Du coup, on a pris ce parti pris. C'est pour ça qu'on a dit Celebrimbor au lieu de Celebrimbor. On a dit Gil-galad. C'est vrai que c'est des discussions sur chaque mot, en fait, sur chaque prononciation. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres pas. Lindon, Lindon. Voilà. J'ai pas plus de choses à vous apporter que ça, à part, voilà, sur chaque mot, on dit qu'est-ce qu'on fait, chaque traduction, qu'est-ce qu'on fait. Poppy, Nori, on a gardé les mêmes noms. Il y a d'autres noms qui ont été traduits. Sadok, par exemple, s'appelle aussi Monsieur Terrier. Donc là, c'est une traduction, on a choisi Terrier. C'est comme dans les livres. Voilà, il n'y a pas de règle non plus, il y a des discussions. Qu'est-ce qui heurte le plus l'oreille? Marigold, on trouvait que les traductions en français n'étaient pas obligatoirement adéquates, donc on a choisi de garder Marigold. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment un choix qui vient de vous? De nous et d'Amazon. D'accord. Des responsables français Amazon. Ok, parce que par exemple, la traduction québécoise prononce correctement les noms propres, par exemple. Alors, moi, j'ai pas vu du tout la version québécoise. C'était juste, voilà, j'avais regardé par la contre, différence. je vous avoue que, à force de les regarder, je les connais par cœur, je suis pas sûr de regarder la version québécoise, mais peut-être un jour, mais oui, non, on n'a pas du tout, on s'est pas du tout parlé. Autant on s'est beaucoup parlé avec Amazon, et on a énormément échangé, avec la responsable, il y a une responsable référente Amazon, et autant avec la version québécoise, on s'est pas parlé. Par contre, les sous-titres français et la version française, on a travaillé d'un commun accord. Donc, à moins qu'il y ait une erreur, j'espère qu'il n'y en a pas, les sous-titres sont complètement les traductions choisies pour la VF sont les mêmes que dans les sous-titres. Ça, c'est sûr. Ça a été vérifié. Voilà. Bon, après, dans les sous-titres, il n'y a pas de prononciation, par contre. Mais il y a des choix de traduction.
Merci. Combien de temps vous faut-il pour synchroniser les voix, vos voix, avec une scène, puisque vous ne jouez pas la scène? Vous la ressentez, mais vous ne pouvez pas... Je vais laisser Damien. En fait, ça dépend de la difficulté de la scène. Parfois, les scènes sont faciles, on les écoute autant de fois que l'acteur en a besoin. Et puis après, on écoute. Et puis après, on compare avec la VO, parce que le but, c'est d'être à la hauteur de la VO. Et certaines scènes... En fait, ce qui est drôle, c'est paradoxalement, parfois les scènes très fortes et émotionnellement, on se concentre d'autant plus. Et je dirais qu'elles sont peut-être même plus faciles à faire une fois qu'on a trouvé l'émotion en soi. On ouvre les vannes, on y va, on réécoute, on corrige, on garde ce qui va, on va corriger ce qui ne va pas, on va refaire. De toute façon, tant qu'on n'a pas, et tant que la directrice artistique, qui est là, Très n'a pas méchante. ce qu'elle veut, oui, c'est la dictature. Donc, tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne se sent pas à la hauteur, on continue. Après, je dirais que ce sont parfois les scènes les plus bavardes qui sont les plus compliquées. Parce qu'il faut ressentir, il faut mettre de la vie dans chaque instant, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans la tête des personnages. Et il faut que nous, on entende clairement ce qui se joue en VO pour le retranscrire en français. Alors après, combien de temps ça prend? C'est variable. C'est un système de script que vous devez apprendre, ou c'est des scripts qui défilent comme dans un karaoké? Alors, comment dire, le parallèle avec le karaoké, c'est pas vraiment tout à fait ça. Et en même temps, la technique est un peu la même, c'est-à-dire que vous avez un texte qui défile, comme dans n'importe quel film face à la technique française pour la synchro. Je sais que par exemple en Italie, c'est pas tout à fait pareil. On est le seul pays à faire ça. En Italie, ils sont avec un casque, et ils disent en même temps qu'ils entendent aussi les acteurs. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère m'imprégner de ce que... écouter plusieurs fois quand je sens que ça va être compliqué, on réécoute, et on réécoute, et on réécoute. Et une fois qu'on se sent rempli de la chose, on y va. Et donc, effectivement, on a le texte qui défile, mais on a surtout en mémoire tout ce qui s'est joué. Et on essaye de rejouer ce qu'on a entendu. Et puis après, on corrige. Mais enfin oui, c'est ça, on suit quand même le texte. On l'apprend pas, on découvre la scène en même temps qu'on commence la journée de doublage. Avec On voit une pas les films difficulté avant. quand même supplémentaire pour cette série, c'est qu'on avait très peu d'images. Donc les acteurs doivent être particulièrement concentrés, écouter ce que le directeur d'acteur leur dit, parce que pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu enregistrer avec une image définitive. C'est-à-dire on a des petits bouts de visage et du noir. Et donc c'est une difficulté particulière pour les acteurs de se plonger dedans. Moi je leur avais dit à tous de bien regarder les films avant, d'être vraiment imprégnés, parce que c'est un univers, c'est une manière de parler qui n'est pas commune, enfin c'est pas passe-moi le sel toutes les 2 secondes, quoi. Donc il faut arriver à s'imprégner vraiment, et sans images, c'est particulièrement difficile. Donc c'est une gageure pour les acteurs. Et c'est d'autant plus difficile, effectivement, qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour. Par contre, on a quand même le visage, on a les protagonistes qui sont à l'écran à ce moment-là. Alors, on écoute particulièrement le jeu des acteurs, et en l'occurrence, dans cette série, le jeu est très british, très anglais, très shakespearien. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon commune, anodine de se parler, donc il ne faut jamais l'oublier. Il faut garder ce ton qu'on entend dans la VO pour le retranscrire en français. Et donc, surtout, se concentrer énormément sur ce qu'on entend. Mais parfois, c'est encore pire. Par exemple, là, effectivement, on voit des images uniquement un rond avec le personnage qu'on double, et celui aussi avec lequel on joue. C'est-à-dire les différents personnages qui sont à l'écran à ce moment-là, mais tout le reste est flouté. Quand tout d'un coup, les acteurs ne sont plus à l'écran, qu'il y a un autre plan, là, c'est le noir, on voit rien. Donc, on découvre en même temps que vous, la série, en tout cas pour moi. Mais j'ai connu pire. J'ai connu, par exemple, pour le dernier Spider-Man, où là, c'était tellement... on ne devait surtout pas en parler, parce que il fallait surtout garder le secret jusqu'au bout de la réunion des 3 Spider-Man. Donc là, tout était noir. Il y avait juste un petit rond avec la tête de l'acteur qui arrive, sauf que la tête, elle était floutée. Donc, vous ne voyez même pas le regard, vous ne voyez pas la bouche, vous ne savez pas si vous êtes synchro, ou vous priez pour être bon. C'est tout. Voilà. Nous, pour écrire la série, c'était ça, les dialoguistes.
les 2 premiers épisodes, c'était ça, elles avaient les visages floutés aussi. Donc elles étaient noires avec les visages floutés. Donc pour écrire synchrone, ouais. Voilà, les difficultés de ce métier parfois. Et la magie qui opère après. Est-ce que vous aviez de l'appréhension par rapport à la sortie de la série? Parce qu'on va dire que les fans de Tolkien sont assez tatillons, on va dire, sur les détails. De l'appréhension par rapport à quoi? À la VF ou par rapport à la série en général? Les deux. Bah, par rapport à la série, moi j'avoue quand on m'a appelé pour la série, j'étais ravi qu'on m'appelle, mais je me disais, on parlait tellement d'argent par rapport à cette série. J'avais une peur, c'est que ce soit une espèce de série bling-bling, avec beaucoup d'argent à l'écran, et pas grand-chose qui se passe. Là-dessus j'ai été très vite rassuré, parce que je trouve que c'est pas du tout le cas. Par rapport à la VF, oui, on a toujours une appréhension. Après, il y a toujours des gens qui vont critiquer tout le temps. La VF des films, elle est absolument magnifique. Et là, c'est pas moi qui l'ai dirigé, hein, je peux le dire. Et il y a quand même eu des gens qui ont critiqué. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose. Bon, voilà, de l'appréhension, oui. L'appréhension sur le fait qu'on peut se tromper sur quelque chose, oui. Par contre, oui. Parce qu'on a envie d'être au top du top, et par rapport à justement le fait de ne pas avoir une image, d'oublier quelque chose, de ne pas avoir un détail et de dire le mot qu'il ne faut pas, oui, on a de l'appréhension. Il y a beaucoup de pression sur ces séries de toute façon. Il y a énormément de pression. Donc oui, de l'appréhension, il y en a. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que j'étais persuadé que ce serait bien, parce que quand on est arrivé, bon déjà, on est choisi, on fait des castings, ça part aux États-Unis, enfin, c'est Amazon qui choisit, qui met du temps pour choisir, pour comparer telle voix plutôt que telle voix plutôt que telle voix. Et une fois qu'on est choisi, on se retrouve et bon, il y a eu une période assez difficile après le Covid où on ne pouvait pas être plus de 2 à la barre. La barre, c'est l'endroit où on est il y a un micro, vous êtes à une barre, et vous ne bougez pas de cette barre, vous jouez, voilà. C'est différent que par rapport au théâtre, évidemment, mais ça ne vous empêche pas de jouer. Mais après le Covid, on jouait tout seul. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être plus d'une personne avec le directeur artistique derrière avec un masque, l'ingé son pareil, enfin bon, c'était d'une tristesse et d'une solitude absolue. Et maintenant, ça revient. Et moi, quand vous parlez d'appréhension, de questionnement sur est-ce que ça va être bien ou pas, moi j'ai vu mes camarades jouer, j'ai joué avec eux. Je me suis parfois éloigné du micro pour pas qu'on m'entende glousser tellement je trouvais que c'était drôle ou super bien ce qu'ils faisaient à côté. Et je sortais de la fin de la journée en me disant c'est une super équipe, ça va être super. Et je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais en tout cas, moi je suis fier de faire partie de ce projet. Et en plus, il a fait toutes les scènes avec Durin. Donc c'est vrai que c'était particulièrement savoureux, parce que c'est deux personnages Durin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un des nains. Et Durin, est-ce que vous imaginez que Durin, c'est la voix française de Daniel Craig, James Bond? Est-ce que vous l'avez reconnu? Voilà. C'est quand même assez étonnant quand les dialoguistes sont venus sur le plateau et qu'elles m'ont dit on a déjà entendu sa voix. Je dis oui, c'est celui qui fait James Bond. Et Galadriel fait aussi la voix de Wonder Woman. Et dans Downton Abbey aussi. Downton Abbey aussi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir c'est quoi votre attache à l'univers Tolkien et comment vous l'avez connu, du moins, que ce soit par les livres ou les films, enfin voilà, histoire de savoir un peu l'attache que vous avez avec. Moi? Vous deux. Ah, nous deux. Alors, Déborah, c'est évident parce qu'elle a quand même baigné là-dedans depuis 20 ans. Moi, j'allais dire de nombreuses années, c'est plus précis, 20 ans. Donc, voilà, elle était à l'adaptation des textes anglais, elle a travaillé dessus, elle dirige cette série, elle était aussi Galadriel dans les versions films du Seigneur des Anneaux. Et quant à moi j'ai lu le livre il y a plus d'une vingtaine d'années, le premier tome. C'est comme ça que je suis entré dedans sans savoir qu'un jour je jouerais dans un des produits dérivés de cette œuvre. Et sinon, c'est quoi en fait la question? J'avais vu les films, évidemment. J'avais vu les films, tous les films. Donc voilà, l'attachement il se fait aussi parce qu'à un moment, enfin, il se fait tout seul, comme un fan de n'importe quel projet réussi, on se dit oh, super, j'ai adoré. Et
Alors, peut-être pas autant que vous, quitte à venir me déguiser aujourd'hui pour vous faire animer un stand, mais en tout cas, j'ai un vrai plaisir, une vraie passion à travailler sur ces projets. Et beaucoup de fierté, comme je le disais tout à l'heure, à faire partie de cette équipe. Et moi, c'est vrai qu'en fait, avant de travailler sur les films, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu les livres. J'ai lu les livres 1 an avant la sortie des films, parce qu'on m'a appelé pour me dire tu vas travailler sur cette œuvre-là. J'avais déjà, par contre, beaucoup traduit plein de choses, mais pas du Tolkien. Et j'ai eu un peu de mal, moi, à rentrer dans le premier livre. Je suis pas rentrée, c'était pas fluide. Je les ai lus en anglais et en français. Pour voir justement déjà à l'époque avec la traduction de Ledoux, parce qu'il n'y avait que celle-ci à l'époque, ce que ça donnait. Donc c'est vrai que et quand j'ai reçu le premier film, ça m'a aidé à rentrer dedans. Et alors après, les tomes 2 et 3, je me suis vraiment attachée, quoi. Beaucoup plus. Donc moi les films m'ont aidé à aimer ce qui est assez rare. Généralement c'est souvent l'inverse, hein, on préfère les livres, puis on voit des films, on est quelquefois déçus. Là, moi le film m'a aidé. Lorsque vous voyez un film que vous allez doubler, et donc vous entendez votre propre voix alors que ce n'est pas votre visage. Alors, oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est troublant. Bon, c'est comme on passe vite, vous savez, c'est comme quand on enregistre la première fois de sa vie un message et qu'on entend sa voix, on fait oh, c'est ma voix ça, c'est pas celle que j'entends dans mes oreilles, enfin c'est bizarre, mais bon. Passer ce trouble, ça passe très vite parce qu'après on enlève ce petit côté inhibiteur et on voit ce qui marche ou ce qui marche pas. Et au fur et à mesure qu'on double des films, on se dit tiens, on prend de plus en plus d'aisance et on se dit le ressenti il est est-ce que j'ai eu l'impression d'être à ma place quand j'ai fait le film dans le studio. Maintenant je suis spectateur, je suis dans une salle avec les gens, j'entends les réactions des gens, je vois tiens à ce moment-là m'avait fait rire, est-ce qu'il rit, ouf il rit, ah là il rit moins, ah pourquoi, et on se remet aussi en question, on se dit tiens je ferai mieux la prochaine fois, on essaiera d'être un peu plus audacieux ou je sais pas, on apprend comme dans n'importe quel métier, on apprend de ses erreurs aussi. Et moi, je suis détaché, c'est-à-dire c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Au début, je m'entends, je me dis ah, c'est moi. Et puis après, j'oublie. Après, je me dis ah, voilà. Et puis de temps en temps, je ressors du film en me disant ah, c'était bien. Ah, oula, j'aurais peut-être pu. Ah, quand j'y pense, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais bon. Et alors, pour terminer, il m'est arrivé aussi de jouer dans des séries, à la télé. Et c'est vrai que là, le trouble, il est plus présent, parce que vous êtes tellement habitué à entendre votre voix sur d'autres personnages, que vous acceptez avec le temps, que quand vous vous entendez vraiment avec votre voix, vous dites, mais c'est quoi cette voix sur ce mec? C'est assez troublant. Voilà. Moi aussi, c'est vrai que c'est très... Au début, c'est perturbant. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un truc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient cette série qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. C'est une vieille série que je regardais quand j'étais gamine et je voulais avoir la voix de Ma sorcière bien-aimée en français. J'avais un kiff sur cette voix. Et quand je m'entendais, je n'ai pas du tout la voix de Ma sorcière bien-aimée, donc à chaque fois que je m'entendais, je n'avais pas du tout. J'étais vraiment triste, quoi. Et je me suis justement rendu compte, j'ai été 1 ou 2 fois au cinéma, enfin j'ai entendu des choses et j'ai vu des gens exactement comme toi, des gens rire, des gens être émus. Et je me suis dit, bah, c'est moi aussi. Il y a 95% d'image quand même, mais le son c'est très important. Et là, je me suis rendu compte que ça a donné une émotion et j'ai apprivoisé en fait. J'ai réussi à m'entendre beaucoup plus facilement. Maintenant, j'avoue que j'ai pas peur de m'entendre. Voilà. Alors que jeune, j'avais un peu plus de mal. Mais maintenant, on s'habitue quand même. Ça, au bout d'un moment, on a fait. Et c'est très marrant de s'entendre et dans un dessin animé avec une voix complètement différente, sur une blonde, sur une rousse. Enfin, je veux dire, c'est drôle parce que on est sur des physiques complètement différents et souvent très loin de nous en fait. C'est ça qui est drôle. Ce qu'on dit, on double les gens qui nous ressemblent. Bah non. Et vous avez plusieurs timbres de voix? On les allège ou on les aggrave. Moi, quand je fais Cate Blanchett, j'ai pas du tout la même voix quand je fais Jennifer Lopez. Mais pas du tout. Ils sont pas sur des dessins animés. La voix qui serait peut-être la plus proche de ma voix, comme dans tous les jours, c'est Elastic Girl. C'est dans Les Indestructibles, c'est vrai que je pense que c'est là où je suis le plus proche de ma voix.
Mais j'ai fait des trucs comme ça dépend des âges que vous avez, mais dans une série qui s'appelait Juliette, je t'aime. Alors vraiment, c'est pas ma voix du tout, Juliette, quoi. Je sais pas, ouais, ça dépend des gens. Kate Blanchett, ouais, elle a un petit poil plus grave, peut-être, je sais pas. On module. En fait, on se sert des yeux de la personne. Notre voix, on se dit pas, je vais faire plus grave, plus léger. On regarde l'image, ce que disait Damien, on écoute plusieurs fois l'anglais. On rentre dans un personnage, dans une histoire, le chef de plateau nous explique aussi qui est ce personnage, et notre voix elle se module à ce moment-là, quoi. Et on va l'aggraver, on va l'alléger, voilà. On se dit pas, je vais pas le moduler. C'est exactement ça, on module en fonction, mais aussi on écoute le timbre de la voix de la personne qu'on va doubler. Et par exemple, si la personne a une voix un peu plus lourde, plus grave que la nôtre, mais qu'on a été choisi quand même parce que on a été considéré comme, enfin, on considère que le jeu que vous allez apporter à cet acteur correspond assez bien, vous n'aurez pas sa voix. Mais alors, par exemple, si le personnage est plus lourd, vous allez baisser, vous allez parler un peu plus lourdement comme ça, ou, enfin voilà, vous jouez autrement, quoi. Et sinon, pour DiCaprio, je me sens pas changer grand-chose, c'est juste un moment, une question d'intensité. C'est-à-dire, tout de suite, c'est nourri, donc hop, on va muscler un peu. Et mais même à l'intérieur du même film, excuse-moi, je te coupe, parce que je pense justement à DiCaprio, sur le Loup de Wall Street, t'as pas la même voix au début et à la fin du film, parce que le personnage, il a évolué aussi. Et Damien n'a pas la même voix au début du film, où il arrive et il veut devenir trader, et à la fin, où il est complètement défoncé, et t'as changé de voix à l'intérieur du film. C'est ça aussi, le rôle de l'acteur, quoi. C'est de moduler même à l'intérieur. Et ce qui est bien dans le doublage, c'est et qu'on peut pas se permettre au théâtre, c'est que bon, vous avez des scènes où il y a des pétages de plomb, comme vous l'avez vu souvent dans les films avec Leonardo DiCaprio, où là, bon, on s'oublie complètement, on y va, on ressent les choses comme si on les faisait soi, quoi. Et puis il y a des scènes où à un moment c'est tellement intime, tellement ténu, tellement avec des choses infimes qui passent, mais tout est dans la délicatesse, dans la tendresse, et on peut s'abandonner comme ça, et l'ingé son qui vous suit va juste monter un petit peu le potard, et vous pouvez vous permettre des choses que vous ne pouvez pas vous permettre au théâtre, et c'est formidable. Et sinon, quand on module aussi, par exemple, quand je me suis retrouvé à faire les Spider-Man, audition pareil, et j'entends Tobey Maguire, que j'avais déjà doublé. Et Tobey Maguire a une voix assez particulière, moi ça me faisait sourire parce que je trouve qu'il a une voix un peu de canard en VO. Et je me dis, bon, je vais pas faire une voix de canard pour Spider-Man non plus. Donc, comment en même temps, comment retranscrire sa sensibilité, la couleur qu'il a, sa vraie couleur, comment essayer de la retrouver. Et donc, je l'ai trouvé dans la fragilité. Je me suis dit, Spider-Man, c'est quand même un peu un anti-héros. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui subit ses pouvoirs alors qu'il ne les a jamais demandés. Il essaye de faire en sorte il essaye de faire le mieux possible, mais il ne sait pas trop comment faire. Et là, je me suis dit, je vais le faire dans la douceur, dans le côté fragile. Je ne vais pas trop muscler, je vais pas... D'ailleurs, c'est drôle de dire à la fin qui je suis. Je suis Spider-Man. Mais sans faire Ouah non, voilà, juste Enfin, à chaque fois, quoi qu'on fasse, on écoute la personne et le timbre de voix, et on se dit, bon, je vais faire un voyage vers lui maintenant. Ça n'est pas moi qui le joue, je vais essayer de retranscrire au mieux toutes ces émotions. Et puis après, on s'en rend même pas compte. Comment on module. En fait, c'est un truc qui se fait, je dirais même, à notre corps défendant. À notre corps défendant, j'aime bien cette expression pour le doublage. On regarde beaucoup les yeux. Mais même quand on écrit les textes, en fait, on doit écrire des textes, on doit être synchrone, donc sur chaque mouvement de bouche. Mais moi je sais quand j'écris des textes, je regarde énormément les yeux. Et quelquefois, un mot, il n'est pas obligatoirement... Tous les mouvements ne sont pas synchrones, mais si le comédien est bon et si le texte il est dans le regard, ça passe très très bien. Bonjour. Bonjour. Justement, quand vous parliez tout à l'heure du fait que ça pouvait être difficile de doubler quand on était seul dans un studio, je ne sais pas si vous avez fait du théâtre, mais vous en avez parlé avant. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir rester à une barre, plutôt avec une limite de mouvement, quand on doit doubler, par exemple, justement un personnage qui s'énerve, qui doit s'animer? Est-ce que ça vous bloque? Non, on essaye de trouver le pendant, on essaye de trouver l'équivalent. Alors effectivement, moi j'ai fait beaucoup de théâtre,
Et c'était assez physique, c'est-à-dire que je trouve les personnages, quand je les trouve physiquement, le reste suit. Et là, je me souviens de certaines scènes où, je sais plus, à un moment, quelqu'un essaie de m'enlever, que je lutte, alors je m'accroche à la barre comme un malade, je commence à voir le pied qui part de là, et puis le truc, et je me retrouve dans des positions grotesques, mais j'essaie de le trouver aussi physiquement et de vivre la scène telle que l'acteur la vit à l'écran. Et bon, après, chacun sa méthode. Hein. C'est ça, il y en a qui ne bougent pas, oui, il y en a qui bougent. Moi, je bouge aussi pas mal. On fait très attention aux vêtements. Moi, je sais que je fais attention aux vêtements que je mets. Et au bruit de pas, parce que sinon parce c'est qu'on a des enregistré et il vêtements faut qui font tout du bruit. faire. Donc, on ne peut pas mettre de cuir, on ne peut pas mettre... Il y a certains cotons qu'on ne met pas, parce qu'on fait du bruit. Donc ça, enfin, moi, je sais que j'y pense. Si je vais enregistrer, il y a des vêtements que je ne mets pas. Après, oui, on bouge. Alors, on ne bouge pas comme quand on joue au théâtre, c'est sûr. Ouais, moi aussi, j'étais quelqu'un d'assez volubile, donc... mais on bouge quand même. Ouais, ouais. Et on aime bien jouer à deux, justement, parce qu'on peut s'attraper l'un à côté de l'autre. Moi, c'est comme ça que je suis devenue amie avec ma meilleure amie. C'est qu'on devait faire une fille qui devait se suicider, qui devait sauter dans un lac, et on se connaissait pas. On arrivait à la barre toutes les deux, et elle fait une première prise, et puis c'était un peu mou. Enfin, moi, je trouvais ça mou. Le chef de plateau lui dit ah, c'est mou, on était molle, quoi. Et la scène d'après, elle me regarde, elle était très timide. Et je lui ai dit, ça te dérange pas si je te touche? Elle me dit non, non. Et je l'ai chopée, et en fait, je l'ai bousculée comme ça. Et là, la DA a fait ah, super, mais c'est génial! Et en fait, on avait un film assez physique, et on s'est beaucoup. Et on s'est dit, bon, on va quand même aller déjeuner toutes les deux, parce qu'on commence à se connaître, du coup, on va se toucher en 2-3 heures. Et voilà. Et du moment qu'on faisait pas de bruit, en fait, ce qu'il faut pas, c'est faire du bruit, sinon l'ingénieur du son nous dit stop. Pour le Seigneur des Anneaux, le film c'était compliqué. On avait un perchman, donc on avait quelqu'un qui nous mettait le son comme ça. Là, on ne pouvait pas beaucoup bouger. J'avoue que c'était un peu plus compliqué. Mais on a très rarement un perchman, donc on peut bouger quand même un peu. Et puis quand on est deux aussi, vous avez parfois un partenaire qui vous teste, qui vous fait des petites blagues. Par exemple, j'ai vu comme ça sur le Loup de Wall Street, ma petite camarade Dorothée Pousseau qui faisait Margot Robbie, et qui un jour, à la fin d'une scène, change le texte. Et il y avait des questions et ça changeait. Et ouais, on était jusqu'au bout. Ouais. Et puis après, je la regarde en souriant comme ça, et l'ingé son qui fait non, mais on l'a refait, c'est pas du tout le texte de Dorothée, c'est quoi ce délire? Et puis elle me regarde, elle fait je voulais juste voir si mon partenaire m'écoutait. Bon, bah voilà, c'était bon. Il y a des comédiens qui jouent très perso, qui jouent leur partie, et qui sont bons, ça ne les empêche pas d'être bons ou pas bons. Et il y en a d'autres qui jouent à deux, c'est-à-dire qui jouent avec l'autre. Moi je préfère jouer à deux, ou à trois, enfin on n'est jamais non plus 10 à la barre, hein. Mais bon, voilà, ça c'est aussi très personnel. Et ça n'enlève rien au talent ou pas de la personne d'ailleurs. Le jeu c'est un peu du ping-pong, c'est-à-dire que vous devez jouer pour vous, on se dit, on n'a pas tellement un grand rayon d'action parce qu'on doit jouer ce que joue l'acteur, mais on peut pas se servir par exemple des intonations anglaises parce que ça va pas raconter du tout la même chose en français. Il faut trouver la correspondance française. Et pour ça, parfois on teste plusieurs choses avec des petites inflexions différentes et puis on voit ce qui marche pas. On teste et quand on est avec un partenaire, on teste ensemble. Et c'est un ping-pong, tu la renvoies comme ça, je te la renvoie comme ça. Ah là tu liftes, ok, bah là je la remonte. Ah tu coupes, bah ok, là j'essaie comme ça. Et puis après, vous avez le directeur derrière de plateau qui dit celle-là, elle est bonne, c'est celle-là qu'on garde. Et alors parfois, c'est pas tout à fait exactement comme ce qui est joué en... En fait, c'est plus le doublage, c'est plus une adaptation qu'une traduction. C'est comme les chansons. Si vous traduisez une chanson, ça peut vite devenir débile. Alors que si vous l'adaptez, vous pouvez garder tout à fait l'essence de la chanson et retransmettre ce qu'elle raconte au plus profond d'elle-même. Mais si vous respectez exactement, intégralement le texte, vous allez passer à côté. C'est ça que moi je suis assez contre les gens qui font VF, VO, VF, VO, VF, VO. Je trouve que c'est très bien de regarder l'un et l'autre, pourquoi pas. Mais les gens qui s'amusent à dire ouais, mais alors sur tel truc, j'ai regardé tel... Non, enfin je pense qu'il faut regarder une œuvre, ressentir une émotion, pas sortir de son émotion et regarder à la limite dans une langue ou dans l'autre, mais le côté j'ai regardé, il n'y avait pas le même mot, et alors il n'y a pas le même mot, mais si l'émotion et le public qui reçoit la même émotion, c'est le principal. Du coup, encore bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez doublé DiCaprio, Wonder Woman, est-ce que vous pouvez nous en dire plus des personnages que vous avez doublés, l'un et l'autre?
Alors moi j'ai pas doublé Wonder Woman. Alors, ça aurait pu être marrant. J'ai pas regardé vraiment. Mais c'est-à-dire, je sais pas si... Des comédiens en anglais, américains, c'est ça qu'on a doublé? Oui, c'est ça. C'est, enfin, Bah, qui t'a doublé? Ah, qui j'ai doublé? Oui, tout simplement. Ah, ok. Alors, on va doublé, non. Jennifer Lopez. Je sais plus. Qui vous avez pas doublé hein. Ah bah non, c'est plus rapide. Non, mais en fait, parfois on double des guests ou des choses ou des acteurs qui sont des invités dans des séries. Parfois on oublie leur nom. Parfois on a le plaisir de suivre des acteurs. Donc moi j'ai eu la chance de faire ça pour DiCaprio, pour Tobey Maguire, Julianne Moore, et Andy McDowell, pour Dan Stevens dans Ton Abeille. Et après on oublie, après on revient, après on accompagne des acteurs qui sont là un certain temps, puis après ils disparaissent. Par exemple, j'avais fait aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est passée il y a quelques années, Ugly Betty. Bon, je faisais un personnage, une grande folle, c'était très rigolo à faire, mais après il a disparu. Il revient de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans, sur une autre série, on me rappelle, et puis après il disparaît. C'est vrai qu'il y a des séries comme ça. Moi j'avais fait une série il y a 30 ans qui s'appelait Melrose Place. Et cette comédienne, en fait, qui fait pas fait des téléfilms, des trucs, et ça fait 25 ans. À chaque fois qu'elle fait un truc, je la refais. Puis il y en a d'autres, on les fait 5 fois, 10 fois, puis c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend avec les personnes qui nous aiment ou qui nous aiment pas. On change beaucoup. Là, ça me revient pas. Ouais. En fait, on oublie à force. Et pour DiCaprio, vous avez fait depuis ses débuts, genre La Plage ou c'était Oh, La Plage, c'était pas ses débuts. Ouais, non, mais bon, un premier film. Le Titanic, c'est ça a commencé. Alors, ce qui est drôle, c'est que, puisqu'on se raconte des petites histoires, avant même de faire du doublage, moi, quand je faisais du théâtre, on m'a fait passer un essai, mon premier essai de doublage, que j'ai pas réussi, que j'ai foiré, parce que j'ai pas été pris. C'était le film où DiCaprio jouait Rimbaud avec Rimbaud Verlaine, j'ai fait un truc comme ça, film d'Agnieszka Holland. Et c'est drôle parce que la première fois qu'on me mettait, j'étais déjà dessus. Sauf qu'ils ont choisi une voix beaucoup plus lourde que sa voix à lui. Oui, mais il est plus là. Il s'appelait Tara Romer et en fait il a disparu dans un accident de scooter quelques années plus tard. Donc voilà. Mais c'était très drôle parce que c'était le choix de la réalisatrice. Et en fait, c'était pas du tout la couleur de sa voix naturelle. Mais en tout cas, c'était la première fois que je faisais un essai sur un film de doublage. Bon, ça s'est pas concrétisé, mais c'est drôle parce que c'était déjà sur Leonardo DiCaprio. Après, ce qui s'est passé, moi j'ai commencé... Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé avec Ewan McGregor sur Trainspotting, Petit meurtre entre amis. C'est avec ça que j'ai commencé. Et les gens avec qui j'avais commencé, je faisais un film par an. Après, on ne me rappelait plus, après je revenais, je faisais un film par an. On ne peut pas dire que c'était vraiment... voilà, c'était pas le succès, quoi. Bon, j'avais de la chance, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, la même équipe se retrouve à voir le film Roméo et Juliette. Et là, on savait que c'était un carton aux États-Unis. Il fallait des essais, il fallait 5 essais différents sur chaque personnage. C'est-à-dire 5 voix françaises sur DiCaprio, 5 voix françaises sur Claire Danes qui faisait Juliette. Enfin bon, c'était un truc. Et j'ai été choisi. Et à partir de là, ça s'est enchaîné avec Titanic et puis ensuite tous les autres vieux films qui n'étaient jamais sortis en France, mais comme DiCaprio devenait une vedette internationale, tous ces vieux films sortaient, donc il fallait les doubler. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Je voulais savoir, par rapport aux résultats donnés, est-ce que parfois vous trouvez que votre adaptation, votre doublage est meilleur que l'original? Non. Écoutez, non, en général, ça serait très prétentieux de dire oui, parce que la VO reste la VO. Et en même temps, votre question elle est rigolote, parce que moi, j'ai doublé il y a quelques mois un des derniers films de Ridley Scott qui s'appelle House of Gucci, où je doublais Jared Leto. Tiens, voilà, j'avais oublié. Jared Leto, que j'ai doublé sur quelques films, et Jared Leto fait une composition un peu incroyable, on ne le reconnaît pas sur le coup, il est tout le temps mais très très excédé, tout le temps, avec une voix au perché, il parle tout le temps comme ça, mais je comprends pas, là là. Et là, je le vois, je suis oh là, comment je vais le faire lui, ça va être compliqué. Bon, ça a été un peu prise de tête, mais on y est arrivé, et au final, quand la cliente, c'est-à-dire la personne qui distribue le film en France,
a fait un retour au studio en disant bah, finalement j'ai préféré la VF que la VO sur mon film. Bon. Parce qu'elle trouvait que ça passait un peu mieux, que c'était un peu moins excessif que ce que faisait l'acteur à ce moment-là. C'est vraiment subjectif. Hein. Moi, je ne le ressens pas comme ça à l'intérieur. Je trouve que son travail est très bien. Mais voilà, parfois on peut trouver. Et vous avez aussi certaines séries, par exemple, comme quand vous voyez des vieilles séries des années 70 comme Amicalement Vôtre, vous avez un charme dans la VF que vous n'avez pas dans la VO. Starsky Hutch aussi. Parfois, vous avez une espèce de magie qui opère, qui fait que ça transforme le produit, enfin la série. Ils avaient plus de liberté que nous. Ils avaient beaucoup plus de liberté, ils pouvaient s'éloigner de la VO, et ils pouvaient apporter un côté français dans Amicalement Vôtre qu'on n'a plus du tout le droit. Maintenant, au niveau des textes, on n'a plus le droit de s'éloigner. Et dans l'humour, quelquefois, c'est dommage. On pourrait aller plus loin, et on a des garde-fous, des clients, des assistants de clients, des chefs de clients, qui sont là, qui relisent et qui disent « Ah non, ça ne peut pas dire comme ça ». Ça, c'est un petit peu dommage. Et vous avez aussi, pour certains comédiens, par exemple quand vous écoutez Bruce Willis en français, eh bien l'acteur qui le double, ou qui le doublait, puisqu'il n'est plus là maintenant, mais donnait une espèce de malice à Bruce Willis qui n'existe pas en VO. Et en fait, ce petit charme, en plus, il est assez appréciable. Et bon, ça ne veut pas dire que ça trahit le jeu de l'acteur, mais c'est juste qu'en français, il y a ce petit truc en plus qui est un charme particulier. Mais bien sûr. Ah oui, tout à fait. Le charme à la française. Le charme à la française, c'est ça. C'est un petit peu dommage qu'on soit un peu plus bridé maintenant. Moi, j'ai commencé il y a un moment quand même, et c'est vrai que je trouve que ça s'est un petit peu refermé. Après, on essaie de servir de toute façon le mieux possible la VO, mais il y a des moments maintenant, on sait un peu, il faut faire attention avec tout. Moi, je voulais savoir, c'est plus facile de doubler d'animation ou de doubler des comédiens dans des adaptations Au niveau technique, c'est plus facile l'animation, parce qu'on n'a pas le moindre mouvement de bouche. Au niveau technique, je parle. Hein. Après, il y a des comédiens qui ne savent pas bien faire l'animation, qui n'ont pas beaucoup de folie, et qui sont très très bien, et qui sont des très bons acteurs, et qui doutent très bien sur le live. Après, non, moi j'aime autant les deux, j'avoue que... C'est un exercice un peu différent, et en même temps, je trouve qu'on a un peu plus de liberté, parfois sur les dessins animés, oui. parce que on nous permet un peu plus de folie, et moi j'aime bien. Voilà. Alors par exemple, c'est assez amusant, c'est les enfants, dans les films, quand on a de vrais enfants qui doublent, c'est mieux, franchement, c'est mieux que quelqu'un qui vient de voir. Mais dans les dessins animés, les enfants, qui peuvent avoir énormément de folie, hein, c'est pas un manque de folie des enfants, n'osent pas. Et très souvent, des adultes, pour faire des enfants, dans les dessins animés, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'avoue que je n'ai pas beaucoup dirigé d'abord de dessins animés et d'enfants, mais je sais que je me suis fait la réflexion plusieurs fois. Alors moi j'avais une question à propos du casting de la série, donc Les Anneaux de Pouvoir. Est-ce que vous avez pu rencontrer les acteurs ou vous n'avez eu aucune interaction avec eux? Aucune. Quand on a reçu les essais pour faire le casting, on a reçu des essais avec des images et un texte. On n'avait pas les mêmes, on n'avait ni les noms des acteurs, ni les noms des personnages. Ça s'est fait très en amont, et comme ils avaient peur, et à juste titre, hein, ça par contre on peut comprendre, c'est pénible pour nous, mais je peux comprendre, c'est tellement un enjeu énorme qu'on ne dise pas, c'est un tel qui a fait, donc personne ne savait même qui étaient les acteurs. Et donc on a commencé à faire des castings comme ça, avec, moi je regardais l'image, à qui ça me fait penser, à qui ça me fait penser, je ne savais pas du tout quel personnage il pouvait faire, alors de temps en temps on apercevait un bout d'oreille, on disait ah ça c'est un elfe, mais c'est tout, c'est-à-dire on n'avait aucun costume, on ne voyait rien quoi. Et c'est là qu'on pense bon, à plusieurs personnes, jusqu'à 5 ou 6, on peut en faire passer 3 ou 4 des essais, et voilà, et on fait son cast comme ça. On va avoir une dernière question, s'il vous plaît. Comment vous pouvez faire, par exemple, là, sur la série, quand vous avez plusieurs versions d'un personnage qui existe, par exemple, pour Elrond, vous avez 3 versions qui existent, donc la VO du film, la VF des films, plus la VO de la série. Comment vous faites? Est-ce que vous imprimez plutôt d'une, ou essayez de faire une sorte de mélange entre ce qui existe déjà et...
Enfin, il va répondre pour Elrond, mais je pense qu'il s'inspire surtout de la VO de la série. Même s'il a vu les films et même s'il a pu regarder pour le personnage, pour savoir qui est ce personnage, là il s'inspire, les comédiens qui sont venus se sont inspirés de la VO, de l'original de la série. Alors, on s'inspire uniquement, en fait c'est revisité. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages qui ont déjà été développés avant, mais ça se passe 800 ans avant, c'est ça. Donc ce sont d'autres acteurs donc, qui proposent autre chose. Donc de quoi on s'inspire? De ce que fait l'acteur à ce moment-là. Et surtout, enfin oui, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il propose. C'est la principale base. Et moi j'ai des notes. En fait, j'arrive sur le plateau, chaque comédien, pas pour les essais, hein, pour les essais je leur disais rien, de toute façon je savais rien. Donc, mais à partir du moment où on a commencé les 2 premiers épisodes, j'avais vérifié les textes, donc je connaissais bien, et j'avais surtout relu certains passages du Silmarillion et d'autres du livre, et aussi j'avais lu pas mal de notes sur plein de trucs. Enfin, j'avais été recherché pour me remettre dedans, naturellement ayant revu les films, et quand je vous ai vu chacun, j'ai dit à chacun, voilà, ton personnage il vient de là, il va là. Pour quand même savoir, pour nourrir le truc. Mais ils se sont pas inspirés d'un jeu, en tout cas, du film. Ça, non. Et on pose aussi des questions quand on a besoin. Par exemple, moi je sais, quand on a commencé ensemble sur Elrond, je me suis dit, mais en fait là, il est très différent des films. Là, c'est quoi son rôle un peu? Il m'a dit, c'est un diplomate. Donc pense avec diplomatie, pense toujours à essayer de pas noyer le poisson, mais enfin si tu veux obtenir ça, tu sais que derrière il y a aussi ça, et que pense aussi à ça. Ah oui d'accord, ah oui, ça va pas être simple, bon ok on y va. On essaie de nourrir moi j'essaie de nourrir chaque comédien par rapport à son personnage. Une petite bière pour la forme. Est-ce que quand vous avez su que votre rôle était lié à tel personnage, est-ce que vous allez rajouter une touche perso? Une touche personnelle? Il y en a obligatoirement. De toute façon, la touche personnelle, elle est déjà dans notre jeu et dans notre voix. Après, moi, je dirais que la touche personnelle de mon personnage, c'était surtout ne jamais perdre ce côté aristocratique dans sa façon de s'exprimer et dans sa façon de considérer les choses. Voilà, c'était pour moi un aristocrate, ne jamais l'oublier dans le moindre dans aucune de ses phrases, dans aucun de ses mouvements. Voilà. Et jamais perdre le côté shakespearien. Ça a été un peu le maître mot de toute la série, d'avoir un ton. Bon, toi tu l'as facilement, il y en a d'autres qui l'avaient un petit peu moins facilement, et moi c'est vrai que c'est la ligne, je leur disais, ne perdez jamais ça de vue, quoi. Sinon ça va devenir banal, il n'y a rien de banal dans cette série. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Nous remercions beaucoup nos acteurs leaders. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi vous et profitez bien ce week-end. Merci.